Euh, Merci Madame Motet. Moi aussi, je suis très content d'inaugurer cette session de retrouvailles. L'idée de choisir les troubles sphinctériens, parce que vraiment ça pose problème en neurologie. Et c'est vrai, il faut dire que c'est un chapitre assez spécialisé de neuro-urologie. Et donc j'essaie de faire le travail pour revoir un peu, on va dire, la physiologie. Et j'avoue que j'ai appris beaucoup de choses, donc je vais essayer de partager avec vous ce que j'ai trouvé comme des éléments pertinents en physiologie qui peuvent découler sur des éléments intéressants pour la compréhension des bilans urodynamiques, mais aussi pour la prise en charge thérapeutique. Alors voilà, donc c'est toujours utile de rappeler que les troubles urinaires en neurologie, c'est très fréquent et que le retentissement est très important et que la plupart des maladies neurologiques, que ce soit aigu que chronique, peuvent s'accompagner de troubles urinaires. Et bien entendu, il y a un retentissement assez important, que ce soit sur les activités sociales que sur les autres activités, notamment de soins, et aussi sans oublier le retentissement infectieux et éventuellement le retentissement sur l'autre appareil avec des risques d'insuffisance rénale chronique. Alors il est clair que ce chapitre est assez sous-estimé en général, parce que c'est assez rare quand même qu'on évalue correctement les troubles sphinctériens en neurologie, mais c'est quelque chose qui devrait peut-être se faire dans un cadre multidisciplinaire, parce que le retentissement, comme je l'ai dit, est souvent majeur sur la plupart des activités quotidiennes. Alors, globalement, juste pour expliquer un petit peu comment ça se passe, parce que il y a la miction et la continence, donc ça se fait par alternance. La continence, c'est généralement pendant quelques heures, et puis la miction, c'est en quelques secondes. Et ce jeu subtil entre deux phases, une phase de continence, ça veut dire phase de stockage, et puis la phase de vidange, qui est la phase de miction. Alors on peut dire que la continence, globalement, c'est la phase où les urines arrivent au niveau de la vessie, ça arrive de façon continue, donc il faut bien qu'il y ait un réservoir de stockage. Et pour assurer une bonne continence, il faut que naturellement les pressions urétrales doivent être au-delà des pressions intravésicales, et pour cela, il ne faut pas que le détrusor, qui est le muscle vésical, ne doit pas se contracter, et qu'il y ait un bon tonus de base du col vésical, qui est le sphincter lisse, mais aussi le sphincter strié qui permet un peu la commande volontaire de la continence. Alors, cette notion de stockage à basse pression est très importante, ça va se discuter au cours de bilan urodynamique. Tout ce qui se passe au niveau de la vessie, que ce soit pendant la période de stockage que de vidange, doit se faire en basse pression pour éviter le reflux vers le rein qui peut être préjudiciable à long terme. Alors la miction, c'est la phase de vidange vésicale, c'est un peu l'inverse, la contraction du muscle vésical qui est le détrusor, l'ouverture au même temps du col vésical, c'est ce qu'on appelle une synergie vésico-sphinctérienne. Ça doit se faire avec une harmonie telle qu'au moment de la contraction, il faut qu'il y ait de l'ouverture, et c'est très important. On va voir quels sont les centres qui sont responsables de ça. Et puis finalement, cette vidange doit être aisée, complète, ça veut dire sans résidu post-mictionnel, et aussi et surtout sans hyperpression. Alors, comment cela est possible? Déjà, la vessie a une compliance tellement importante que ça participe un petit peu à cette régulation. Et puis on va voir quels sont les rôles de l'innervation, notamment du système nerveux autonome, et le rôle un petit peu aussi de tout ce qui est volontaire dans les aspects de vidange et de miction, et aussi cette maturation des centres qu'on ne voit pas chez les enfants, qu'on voit chez les adultes, qui permettent de donner une signification un peu comportementale à l'acte de miction, et ça permet d'expliquer certains aspects ou certains troubles qu'on voit dans des pathologies neurologiques centrales. Alors, un préambule d'anatomie, rapidement, juste pour vous dire que l'urothélium, qui est une barrière importante, bien sûr, qui tapisse la vessie, elle est finalement très spécialisée dans la mesure où elle est très innervée. Il y a deux types de faisceaux qui partent au niveau de l'urothélium et de la musculeuse juste sous-jacente. D'abord, les fibres A delta, c'est un petit peu les fibres qu'on voit aussi pour la sensibilité profonde, c'est des grosses fibres myélinisées qui permettent un petit peu de ramener vers le système nerveux central l'état de plénitude de la vessie. Donc, c'est quelque part une proprioception ou une sensibilité profonde interoceptive viscérale. Et donc, ces neurones, leur décharge permet de donner une idée sur la réplétion de la vessie.
Et puis, deuxième type de neurones, c'est les neurones de petit calibre, c'est les fibres nerveuses de type C, qu'on connaît, leur rôle très important dans la sensibilité douloureuse, et ce qui explique que certaines, par moment, lorsque la plénitude est tellement importante, on pourrait sentir de la douleur par décharge de ces fibres. Alors, ces informations sont généralement partent vers des centres au niveau médulaire où se fait un arc réflexe qu'on va essayer d'expliquer, et puis il y a toujours, on va dire, des informations qui doivent monter obligatoirement au haut pour que tout soit coordonné avant que la réflexion volontaire pour un acte de miction qui pourrait être faite ou pas selon les éléments en présence. Alors aussi comme des éléments anatomiques important à discuter. Bien sûr, le détrusor, si on va dire le côté vésical qui se contracte, c'est le détrusor. Le sphincter lisse, c'est en fait de la musculeuse vésicale qui va s'enrouler au niveau du col. C'est le col vésical ou sphincter lisse, c'est la même chose. À noter qu'il est beaucoup moins développé chez la femme, alors qu'il est bien développé chez l'homme, et que le sphincter strié, c'est le sphincter qui permet le contrôle volontaire de la miction. Alors la prostate chez l'homme, elle est de part et d'autre, elle est au milieu du sphincter lisse et le sphincter strié. Alors juste un petit rappel aussi du système nerveux autonome pour les plus jeunes d'entre nous. Donc pour vous dire que le système nerveux autonome, en fait, rapidement, son rôle, c'est quelque part d'assurer des fonctions très importantes pour la survie et que ça débarrasse quelque part de la volonté de certains éléments nécessaires pour la survie, tels que l'activité cardiaque, tels que l'activité respiratoire. Le système nerveux autonome, comme vous le savez, il y a un système sympathique ou orthosympathique et un système dit parasympathique. Alors le système orthosympathique, il est essentiellement au niveau de la moelle épinière qui prend naissance au niveau cervical bas jusqu'au niveau de la région lombaire L2, alors que le système nerveux parasympathique, il est bifocal, il est crânio-sacré. Le côté crânien, ça part vers l'extrémité céphalique. Le côté sacré, c'est ça qui nous intéresse dans la mesure où il part vers les viscères au niveau pelvien. Alors, et puis, bien sûr, tout cela, il est coordonné par des centres, un peu, on va dire, l'hypothalamus, mais aussi les noyaux gris centraux avec un rôle plus ou moins pas facile à considérer, et puis le cortex cérébral avec plusieurs endroits qui permettent de donner leur action selon les éléments voulus. Alors, voilà un schéma global. Il y a tout ce qui se passe comme arc réflexe au niveau médulaire, et puis ça part en haut avec les informations qui partent comme des autoroutes, des informations sur la plénitude de la vessie qui part vers le haut, et puis des informations pour maintenir la continence, ou plutôt permettre une vidange selon la capacité et l'état vésical. Alors, comment ça se passe au niveau vésical ? Alors là, j'ai mis un petit peu un schéma facile à comprendre, juste pour discuter comment ça agit le système sympathique, parasympathique avec les récepteurs pour pouvoir comprendre les principes du traitement. Alors, au niveau du détrusor, ça veut dire le côté contractile de la vessie, il y a une innervation parasympathique. On sait que le neuromédiateur, c'est l'acétylcholine, et le fait de stimuler des récepteurs muscariniques, ça va permettre la contraction du détrusor. D'un autre côté, le faisceau ou le contingent sympathique va stimuler les récepteurs bêta et ça va permettre une relaxation du détrusor. Donc, ce sont des actions antagonistes. Alors, l'effet du système parasympathique se fait par le nerf pelvien, qu'on appelait autrefois le nerf érecteur. Alors, le nerf hypogastrique, c'est lui qui permet la stimulation des récepteurs bêta pour permettre la relaxation. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce système sympathique, il active les récepteurs bêta pour relâcher la vessie, mais il active les récepteurs alpha du col vésical pour permettre la continence. Donc, on peut se dire que le système parasympathique, c'est le système de la miction, dans la mesure où il contracte le détrusor, et le système sympathique, c'est le système de la continence, dans la mesure où il relâche la vessie, il contracte le col vésical. Alors, troisième élément présent, c'est le sphincter strié, qui est sous la dépendance de ce nerf qui est le nerf pudendal, qu'on appelait le nerf honteux interne. Alors le nerf pudendal, c'est un nerf qui est somatique, mais qui est issu de la région sacrée.
Et ce nerf pudendal est important pour la contraction du sphincter strié, mais aussi des muscles du périnée. Et son neuromédiateur, c'est toujours l'acétylcholine, mais là, c'est plutôt des récepteurs cholinergiques. Alors, toujours, c'est quelque part des répétitions, mais ça va me permettre un petit peu de comprendre comment ça se passe. Alors, toujours ce même schéma, vessie, avec 3 contingents, un contingent sympathique, un contingent parasympathique et un contingent somatique volontaire. Le contingent sympathique, il est issu de la moelle lombaire, notamment entre plutôt D11 jusqu'à L2. Son neuromédiateur est la noradrénaline et donc stimulation des récepteurs bêta, ce qui permet le relâchement. Le parasympathique, en stimulant les récepteurs cholinergiques au niveau des récepteurs muscariniques, ça permet la contraction. Et puis, l'autre contingent au niveau sacré, c'est le contingent volontaire, c'est le nerf pudendal qui permet la contraction sphinctérienne. Tout ce qui est discuté ici pour expliquer ces étapes. Le système parasympathique, le nerf étant le nerf pelvien. Le système orthosympathique, c'est le nerf hypogastrique. Et puis le centre somatique sacré, c'est le nerf pudendal. Alors, un autre schéma, toujours pour expliquer ces 3 contingents. Le nerf hypogastrique, système sympathique entre D10 et L2, ça stimule les récepteurs bêta, relâchement de la vessie, ça stimule les récepteurs alpha du col vésical, ça contracte, c'est le contingent de la continence. Au niveau sacré, il y a 2 contingents, un qui est parasympathique, c'est le nerf pelvien qui stimule les récepteurs muscariniques qui vont contracter le détrusor, et un autre contingent qui est somatique, sous le contrôle de la volonté, c'est le nerf pudendal qui va stimuler le muscle strié au niveau du sphincter strié, mais aussi le plancher pelvien. Alors là, on peut comprendre facilement un petit peu comment, par exemple, certains anticholinergiques, on connaît tous l'oxybutynin, de traitement anticholinergique de première génération, et les dernières générations telles que le Solficar, comment ils peuvent inhiber les récepteurs muscariniques, ils peuvent relâcher les muscles et traiter l'hypertonie vésicale. Aussi la même chose un petit peu d'autres médicaments tels que le Betmiga qui permet d'agoniser les récepteurs bêta-sympathiques et donc relâcher le muscle pour éviter quelque part les effets secondaires de ce genre de molécules. Et puis d'autres traitements tels que la stimulation des racines sacrées ou des nerfs périphériques qui vont améliorer cette sensation de plénitude vésicale, ce qui va permettre un petit peu d'améliorer certains troubles vésicaux. Alors, pourquoi j'ai mis cette diapo? Parce que souvent on a tendance à considérer les atteintes médulaires et les atteintes des racines de la queue de cheval comme étant responsables, mais n'oublions pas qu'il y a certaines lésions au niveau des nerfs pelviens, au niveau par exemple des nerfs hypogastriques, au niveau du pelvis, qui peuvent donner des troubles sphinctériens et qui peuvent être le seul mode un petit peu d'expression des troubles sphinctériens en neurologie, sans que ça passe par des atteintes somatiques des membres inférieurs ou d'autres anomalies sensitives. Alors, comment ça se passe par la suite, en haut? Il y a ce cycle un petit peu qui est plutôt médulaire, qui se passe entre la vessie, les 2 sphincters et la région lombaire haute et la région sacrée pour le système sympathique et parasympathique. Par la suite, il y a un cheminement des informations qui doit partir vers une structure qui est très importante, qui est la substance grise périaqueducale. Alors cette substance grise périaqueducale, elle a un rôle très important dans l'intégration des sensations et donc il intègre les sensations, il va avoir une idée sur le degré de la plénitude vésicale et donc une fois ce degré il a été ajusté, il y a une sensation du besoin d'uriner qui pourrait être expliquée mieux lors du bilan urodynamique et une fois cette perception faite, elle est échangée, les informations sont échangées avec un centre très important qu'on appelle le centre de Barrington au niveau du pont de Varol. Et ce centre de Barrington, il y en a 2 noyaux. Un noyau qui est médial et un noyau qui est latéral. Alors le noyau médial, il est très important dans les processus de la miction. C'est-à-dire si on fait une IRM fonctionnelle, au cours de la miction, c'est le noyau qui quelque part s'allume. Alors l'autre noyau qui est latéral, il intervient au cours des processus de la continence. Et c'est très important ce centre de Barrington parce que c'est sous sa responsabilité où il y a cette synergie
de contraction vésicale et d'ouverture du col vésical, c'est-à-dire cette synergie vésico-sphinctérienne, et on comprend bien, lorsque ce centre est déconnecté, on aura une dysynergie vésico-sphinctérienne avec une vessie qui se contracte involontairement et un col qui ne va pas s'ouvrir, ce qui pourrait être préjudiciable sur le haut appareil. Bon, par la suite, les choses sont bien plus complexe de ce qui se passe en haut. J'ai essayé de le résumer en une seule diapositive. Alors le rôle de l'hypothalamus, c'est assez complexe, de même que le rôle des noyaux gris centraux, notamment le thalamus, qui joue un rôle assez important aussi dans cette gestion. Et puis ce qui se passe au niveau cérébral, il y a plusieurs endroits au niveau cérébral qui interviennent. Alors le premier centre qui quelque part, c'est le contrôle supranucléaire de ce système nerveux autonome. Alors, il est essentiellement représenté par la région insulaire. On sait le rôle de la région insulaire dans l'intégration de la sensation viscérale, ce qui explique, par exemple, dans les crises épileptiques insulaires, il y a beaucoup de manifestations viscérales. Donc, il y a une intégration un petit peu de cette sensation viscérale. Et puis, la région aussi frontale, médiale et orbitofrontale, qui ont un rôle important dans le contrôle supranucléaire de ces éléments de dysautonomie, ce qui explique que parfois certaines pathologies telles que l'hydrocéphalie chronique de l'adulte peuvent un petit peu comprimer ces endroits, donnant des troubles sphinctériens. Et puis, il y a ce centre d'intégration un peu comportemental qui va donner un aspect on va dire, cognitif de la miction pour voir est-ce que par exemple, le fait d'uriner, est-ce que la situation est favorable ou pas. On pourrait donner le oui pour une miction ou pas selon les éléments présents. Et là, c'est plutôt le rôle du cortex frontal dorsolatéral. Alors, en physiologie, comment ça se passe? Alors, une fois, on a un remplissage vésical qui se fait petit à petit. Je rappelle que ça se fait au continu, au niveau rénal. Les urines arrivent au niveau de la vessie. Et lorsqu'il y a un remplissage, il y a une stimulation progressive des tensorécepteurs. Une fois ces tensorécepteurs vont être stimulés, ils vont envoyer l'information par les fibres A delta rapides au niveau de la moelle épinière. Et puis là, il y a un circuit dit d'intégration spinale. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce circuit d'intégration spinale? On a les informations qui arrivent. Par la suite, ce circuit entretient le mécanisme de continence lorsqu'il y a peu d'urine. Alors, c'est un mécanisme qui est tout à fait indépendant de notre volonté. On ne sent pas les urines s'accumuler jusqu'à un certain degré. Alors, pour cela, il y a bien entendu l'inhibition du système parasympathique, donc on n'aura pas de contraction de détrusor, on aura une stimulation du système sympathique dorsolombaire et donc un relâchement du détrusor et une contraction du sphincter lisse, et puis, curieusement aussi, une activation d'un centre, le centre somatique sacré, et c'est un modèle un petit peu particulier de relation entre le système végétatif qui influe sur le système somatique volontaire sans qu'on le sache. D'ailleurs, lorsque les urines, il y a une petite quantité dans la vessie, le sphincter strié qui est sous la dépendance de la volonté, il est contracté sans qu'on le fasse volontairement. C'est essentiellement lorsque la vessie se remplit de façon assez importante où on a une certaine conscience de ce sphincter strié pour donner la permission, oui ou non, de faire une vidange. Ça s'appelle le réflexe, j'ai oublié le nom, mais c'est un réflexe qui est très intéressant, qui est le seul réflexe qui permet cette relation entre un système végétatif et un système somatique, et l'influence sans qu'il y ait de la volonté qui intervient. Alors par la suite, une fois, la vessie va se remplir à un certain degré. Du coup, on a une forte ascension de la stimulation vers la substance grise périaqueducale, qui va donner un petit peu, on va dire, le tempo à ce qui se passe en haut pour dire que la vessie est arrivée à un certain volume qui, on va dire, où il y a la nécessité de faire de la miction. Donc il y a une intégration au niveau de ces centres, et là, il y a deux situations. Si la situation est favorable, ça veut dire que plutôt on commence par la situation non favorable. Par exemple, les toilettes sont à distance, on ne peut pas aller faire la miction. Donc, du coup, les centres supracorticaux vont volontairement activer le système, le sphincter strié pour contrôler la vessie. Alors, l'autre situation, s'il y a un accord suprapontique, ça veut dire les toilettes sont juste à côté, du coup, on aura on va dire des informations qui vont être données
au niveau de ce arc réflexe, et donc on aura un peu l'inverse de ce qui s'est passé pour le moment, avec une activation du système parasympathique qui va contracter le muscle vésical, une inhibition du système sympathique, ce qui va relâcher le muscle lisse, et puis une activation du système somatique volontaire qui va ouvrir le sphincter strié. Alors une notion importante, c'est cette synergie, c'est sous la dépendance, comme je l'ai dit, du pont de Warhol, de ces deux noyaux, qui vont permettre une synergie entre une miction avec contraction des détrusors et un relâchement qui doit se faire en même temps pendant la miction. Ça, c'est un schéma un petit peu qui englobe tout ce qu'on a dit, avec l'arc réflexe qui se fait. Il vous reste 5 minutes. Avec une relation qui se fait au niveau du circuit de part et d'autre de la moelle épinière, et puis tout le contrôle qui se fait en haut. Alors, mes 5 minutes, je vais rapidement expliciter globalement comment ça se passe en sémiologie. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de pathologies qui donnent des troubles sphinctériens. Chaque pathologie a sa propre physiopathologie, plus ou moins connue. Alors, pour cela, en clinique, et aidé aussi par le bilan aérodynamique, on peut faire la part entre 3 types de situations selon le dérèglement en présence. Soit que le détrusor est hyperactif, ce qu'on appelle le syndrome d'hyperactivité neurogène. On sait que ça donne des signes un petit peu irritatifs à type de pollakiurie, fuite. Au maximum, ça peut être de l'incontinence urinaire. Et pour cela, c'est soit qu'il y a généralement une hyperactivité de détrusor, c'est-à-dire une hyperactivité du système parasympathique qui fait qu'il y ait de la fuite urinaire avec tous les symptômes qui vont avec. Alors, bien sûr, on sait le retentissement majeur de ce genre de symptômes sur la continence parce que la qualité de vie est très altérée. C'est ce qu'on voit essentiellement au cours des atteintes neurologiques centrales. C'est essentiellement au cours des atteintes neurologiques centrales où on voit ce genre de troubles. Alors, à l'inverse, c'est ce qu'on appelle l'hypoactivité du détrusor. Pour cela, c'est ce qu'on voit essentiellement au cours des neuropathies périphériques, c'est que cet arc réflexe est touché. Ça rejoint un petit peu la sémiologie un peu périphérique et on aura des vessies hypocontractiles avec tous les symptômes qui vont avec, ça veut dire dysurie, douleur pelvienne, parfois une incontinence, mais plutôt par regorgement, c'est-à-dire que c'est le trop-plein qui sort, et c'est des situations aussi possibles en pratique, notamment au cours des neuropathies périphériques avec composantes végétatives, telles que les neuropathies diabétiques par exemple, ou au cours par exemple des syndromes de la queue de cheval, c'est le syndrome d'hypoactivité du détrusor. Et puis, cette troisième notion qui est intéressante, ce qu'on appelle la dysénergie vésico-sphinctérienne, où au même temps qu'il y ait de la contraction de détrusor, qui n'est pas toujours volontaire, d'ailleurs ça peut être totalement involontaire, et en même temps il n'y a pas de relâchement de sphincter lisse, ce qui va donner des hyperpressions au niveau de la vessie qui veut se relâcher, sans possibilité d'ouverture du col, donc ça va donner de reflux, et c'est la situation la plus à risque sur le côté rénal, avec des risques d'insuffisance rénale. C'est ce qu'on voit aussi par exemple au cours de la sclérose en plaques, c'est très fréquent cette situation de dysénergie vésico-sphinctérienne. Alors le symptôme majeur, c'est souvent des mictions hachées, ça veut dire que le jet il est bon, mais ça s'arrête de façon involontaire parce qu'il y a cette dysénergie vésico-sphinctérienne. Et puis, voilà donc 2 types de vessies, ça va être discuté plus dans le bilan urodynamique. C'est très important à comprendre cela parce que ça va nous donner une idée sur comment traiter une vessie neurologique. Et il y a 2 types de vessies, il y a des vessies à risque, il faut savoir les classer selon ces éléments en présence, et puis les vessies sans risque et équilibrées, c'est un peu l'inverse de la situation problématique. Alors là, je ne vais pas m'attarder sur ça, c'est juste pour être complet. Que toujours il faut donner du temps normalement pour évaluer les troubles sphinctériens, essayer de comprendre leur mécanisme, et le rôle du bilan urodynamique est très important pour aller dans la physiopathologie, parce que souvent on traite les troubles sphinctériens selon une logique physiopathologique qui découle de la clinique et du bilan urodynamique. Pour cela, identifier les troubles. N'oubliez pas de rechercher les troubles associés. On sait que les troubles anorectaux et les troubles génito-sphinctériens sont très fréquemment associés. Ils ont aussi leur physiopathologie associée. Et puis, n'oublions pas que, à côté de l'examen neurologique qu'on fait habituellement, il faut savoir faire l'examen de la région périnéale, normalement, avec le testing des releveurs périnéaux. Il y a bien sûr la sensibilité périnéale, le tonus sphinctérien, et puis certains réflexes qui dépendent un petit peu directement de la région sacrée pour voir est-ce qu'il y a une atteinte ou pas. Voilà, je vous remercie.